Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast On n'a rien à vous dire. Dans ce podcast, vous allez découvrir des personnalités, des personnages, des histoires qui vous conduiront à découvrir ou redécouvrir vos propres sens. Le concept est simple. Nous n'avons rien à vous dire, mais on va vous le dire quand même. Avec Paul et moi-même Benoît, on va accompagner une personne pour vous raconter son histoire. Aujourd'hui, nous recevons Caroline, alias Caro. Dans quelques instants, vous allez découvrir cette jeune fille à la personnalité explosive. Salut Caro! Salut tout le monde! Salut Salut Benoît! Paul! Salut Paul! Salut les deux! Et belle présentation, Benoît. Merci. Mais avant de découvrir Caro, Paul, je crois que tu as quelques petits jeux à nous présenter. À toi de jouer. Et ouais, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et pour ceux qui me connaissent, ils savent déjà que moi j'aime beaucoup les jeux. Et donc je vais vous proposer deux petits jeux. Et notamment un jeu, on va l'appeler le jeu du moment. Vous allez très bien comprendre pourquoi. Okay. Le jeu du moment, on peut aussi l'appeler les 10 km. Ok. Donc, le but du jeu, je vais vous donner un moyen de transport ou une personne ou un animal. Et il faudra savoir combien de temps cette chose prend. Combien de temps cette chose ou cette personne ou cet objet peut faire en 10 km. D'accord ? J'ai été clair ou pas ? Non, je vais la refaire peut-être. Ouais, je veux bien, ouais. Que Paul, je suis pas sûre de moi avoir tout compris. Donc, c'est toi, attends, bon, j'essaye. Vas-y. J'essaye de faire. Si en gros il y a un lapin, combien de kilomètres il peut faire en 10 kilomètres, mais ça serait plutôt un objet. Si on déroule un rouleau de papier toilette, combien il y a de rouleaux de papier toilette dans 10 kilomètres ? Non, c'est plutôt en termes de temps. Il va falloir trouver le temps que la personne ou l'objet ou l'animal met pour faire 10 km. Ok, une Ferrari, combien de temps ça met pour faire 10 km ? Voilà, ok. À 130 km/h, enfin bon, du coup, il va falloir être super matheux. Donc ça, Ben... Calculette. Ah, tu peux. Fallait le dire, parce que j'en ai pas juste à côté, là. Ah si, j'ai mon téléphone. Est-ce que ça changerait... On a le droit ou pas? Non. On a le droit ? Non, on va arrêter les tricheurs tout de suite, on sent la triche. Ok. Alors, pas sûr que ce soit plus facile avec la calculatrice. Alors, à chaque fois, je vais vous donner les éléments de réponse, l'unité de réponse, d'accord ? Parce que ça va varier. Donc, on va commencer tout simplement par un Airbus A350. À votre avis, un Airbus, donc un avion de ligne, c'est un gros avion, hein. C'est pas le plus rapide, mais quand même pas mal. À sa vitesse de croisière, combien de temps il prend pour faire 10 km? Et la réponse, elle est en secondes. Ok. Et on joue ensemble avec Caro ou on est chacun pour soi ? Chacun pour soi. Ok. Alors, attends. Alors, moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. Parce qu'il est déjà au vol ou il doit... Ouais, au vol. C'est pas... oui, en plein vol, quoi. Vitesse de croisière. Il est en plein vol. Ouais, la vitesse de croisière, c'est un peu la vitesse où il va... comme sur l'autoroute, tu vas à 130 quand c'est à 130. Voilà. Okay. Je fais ma réflexion à haute voix, mais parce que si je ne la partage pas, personne ne l'entendra. En gros, je pense que ça va à moins de 1000 km/h, je dirais. Donc, si ça va à 800, 600, 900, 800, allez, on va partir sur 900 km/h. 900 km en 1 heure, il y a 60 minutes dans une heure. Oh, alors, attends. Continue. Attends, faut aller dans l'autre sens inverse. 3600. Et il y a 3600 secondes dans 1 heure. Ouais. J'ai fait un peu de maths quand même. En fait, vous jouez ensemble, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Mais de toute façon, je suis pas bon là. Après, de toute façon, il n'a rien à gagner. Hein. Je vous prie. De toute façon, ici, on n'a rien à vous dire et on n'a rien à gagner. Donc, Ouais, voilà. Il faut 4 secondes. Caro a tout compris. Non, 4 ou 40 secondes. 4 secondes 4 secondes pour faire 10 km. Donc, c'est-à-dire que en... Ah non, 40 secondes. 40 secondes. 40 secondes pour Benoît. Caro, est-ce que tu te joins à Benoît ou tu tentes un autre truc? Moi, je vais tenter un autre truc. Je dirais en secondes, hein, on a dit. Ouais, en secondes, ouais, tout à fait. 10 km. Moi, je dirais 57 secondes.
Super précis, 57. Ça se base sur quel fait scientifique? Bah, c'était 37 ou 57, voilà. Je sais pas trop, ouais. Eh bah, écoutez, et félicitations, Benoît. Vraiment, tu es vraiment à même pas une seconde près. Tu sais pourquoi? Parce que le Airbus... Il y a des millisecondes. Ouais, il a des millisecondes, effectivement. Le Airbus A350, sa vitesse de croisière, c'est 905 km/h. Donc, si on veut être encore plus précis, la réponse exacte, c'est 39,78 secondes. Voilà. Ok, ouais, 40 secondes. Quoi. Voilà. Mais parce que c'est pas 1000 ou 1100 km/h le mur du son. Et du coup, il passe pas le mur du son à chaque fois parce que ça avait fait un bang-bang une fois là, quand il y a un avion de chasse qui avait passé au-dessus de Paris avec le mur du son. Et je me souviens, même Netflix, ils avaient dit, du coup, on a engagé l'armée de l'air pour faire tu sais, ça fait Tadam, le Netflix. Et ils avaient fait un petit tweet en disant, on a engagé l'armée de l'air pour faire le jingle. Quoi. Ouais, c'était vraiment bien joué. Et le mur du son, c'est 1224 km/h. Du coup. Ok. Donc on est un peu en dessous quand même, mais bon. Et on aurait pu faire un autre raisonnement, c'est se dire combien de temps on met pour faire, par exemple, Paris-New York, et combien il y a de kilomètres, et faire dans le sens inverse. Ouais, mais tu vas souvent à New York, toi? Non. Ok, allez, on continue du coup maintenant que vous avez bien compris le jeu. Ouais. Donc, on était sur un Airbus, donc un truc assez rapide. Là, on va faire tout l'inverse. On va se dire qu'un escargot est capable de faire 10 km sans s'arrêter. D'accord? Donc, combien de temps il mettrait sans s'arrêter un escargot? Combien de temps mettrait un escargot pour faire 10 km? Et la réponse est en jours cette fois-ci. Donc là, on fait le grand écart. Oui, c'est en jours. Ouais. En jours? Ouais. Attends, un escargot. Après, je peux vous donner... Déjà, il faut qu'il pleuve. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il pleuve, genre, par exemple, pendant 10 jours. Ouais. Oui, on va dire qu'il pleut pendant 10 jours. Qu'on est en déjà, Bretagne, par exemple. Ça veut dire que c'est moins de 10 jours. Ah non, ouais, 10 km, pardon. Non. Je peux vous donner l'espèce d'escargot si vous voulez, mais ouais, on reste sur 10 km. Effectivement. Pourquoi il y a des espèces qui vont moins vite que d'autres? Bah écoute. Est-ce qu'il faut il faut compter le temps de sieste ou de repos C'est comme nous, de repas pause toutes les 2 heures sur l'autoroute des escargots. Je dirais ça dépend comment il s'appelle l'escargot. Ça dépend de son prénom, la pause. Mais prenez des pauses si vous faites. Est-ce que les filles, elles font des pauses pipi toutes les heures? Enfin bon, dans les clichés, quoi. Le cliché. Là, c'est plus 10 jours, c'est 360 jours pour 10 km. Ouais, ça ferait un an. Attends, un escargot. Ouais. Si on prend un escargot, ça va quand même pas bien vite. Je suis même pas sûr que ça fasse 100 mètres en 1 heure, tu vois, un escargot. Donc, dans 1 kilomètre, il y a 10 fois 100 mètres, il y a 10 000 mètres. 1000 mètres? 1000 mètres. Il y a 1000 mètres. 1000 mètres, ouais. Il y a 1000 mètres. Donc, 1 kilomètre égale 1000 mètres. Si ça met une journée, mais peut-être pas une journée, ça met une demi-journée à faire 100 mètres. Donc, pour faire 1 kilomètre, il lui faut 5 jours. Et donc, pour faire 10, il faut 50 jours. Tu dirais 50 jours, du coup, toi? Bah, allez, 50 jours. Ok, 50 jours pour Benoît, avec... en tout cas, la réflexion, elle avait bien servi la dernière fois. Mais est-ce que, Caro, tu as une autre réflexion en toi? Moi, j'écoute ce que dit Ça Benoît. mènerait à un autre résultat. Je suis pas sûre d'avoir compris tout ce qu'il disait. Du coup, je me rends pas compte. Allez, pense pour toi, Caro. Je sais pas trop en vrai. Mais à mon avis, c'est quand même lent un escargot, pour le coup. Effectivement. Alors, du coup, ça se voit pas, mais j'étais en train de faire ça en mode la vitesse d'un escargot sur moi. Ouais. Et en vrai, l'unité de mesure de Caro, c'est les doigts qui bougent. Et il va très vite ton escargot quand même. Essaye de faire l'Airbus. Oui, non, ça se peut pas. Bon, je voudrais encore prendre soin de mon corps si possible. C'est sûr qu'avec un escargot, tu as le temps de prendre soin de ton corps. Du coup, je dirais 80 jours. 80 jours, ok. Ouais, parce que je sais pas trop en vrai.
Donc, alors, Benoît, c'était 50 jours, hein, c'est ça, environ. Ouais, c'est ça. Et Caro, on est plutôt sur du 80 jours. Ouais, c'est beaucoup en vrai, mais c'est un escargot, quoi. Et ben, les amis, vous êtes quand même assez loin. Est-ce que c'est 200? Même si Caro est plus proche, donc Caro gagne officiellement. Bravo, Caro. Et on est sur du 115 jours. Ah ouais, tu vois. Ok. Du 115 jours. 115 jours. Ouais. Mais t'as un Google Maps ou un Waze de transport pour Non, ça, non. Mais du Non, coup, j'ai tapé vitesse moyenne d'un escargot et après, j'ai calculé. Et autant vous dire que en 1 heure, un escargot, Benoît, tu disais quoi tout à l'heure? Je sais plus. Alors, 1 heure, je disais 100 mètres. 100 mètres, ok. Et Non, une demi-journée 100 mètres, excusez-moi. Une demi-journée 100 mètres. Bah là, on est plutôt sur 1 heure 360 centimètres. Voilà. Ah la vache. Autant vous dire qu'il n'est pas pressé, l'escargot. Ah ouais, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Il peut vraiment prendre son temps. Il l'écrase, d'oiseaux qui l'attrapent, enfin, ouais. Ouais, et puis je vous ai dit, hein, c'est non-stop. Hein. Donc vraiment sans pause pour le coup. Ah oui. Ok. Ouais. Tu voulais dire c'est juste qu'il respectait pas les temps de pause, quoi. Et les limitations de vitesse aussi. Ah non, un escargot ne respecte rien du tout. Il n'avait pas le droit de prendre l'autoroute, véhicule trop lent, moins de 60 km/h. Ah ouais. Bah, peut-être, mais ça risque d'être risqué sur l'autoroute quand même. Mais du coup, pour faire 10 km, pour lui, c'est comme s'il avait fait le tour du monde quand même. Bah ouais, en fait, oui, à son échelle, nous on fait un tour du monde et lui il a fait 10 km, quoi. Ouais. Okay. T'imagines, t'as eu le temps de voir... T'as fait 40 000 km, c'est ça, hein, la circonférence de la Terre, c'est 40 000, 10 000, 40 000 40 000, je crois, ouais. Et lui, il a avancé. Toi, t'as fait ça en 1 an, lui, il a avancé de 10 km. Tendu. Il devrait prendre un avion, lui, pour le coup. Ouais, il irait plus vite, c'est sûr. Ok, allez, on va faire une dernière catégorie, ou peut-être 2 autres, on va voir. Maintenant, on va passer à un âne. Okay. Donc ça, c'est, voilà, vous connaissez tous. Ian. Voilà, et du coup, on est toujours sur une vitesse à peu près moyenne, on va dire. Hein. Ouais. C'est une vitesse moyenne d'un âne. Quand il court, quoi, quand il est au galop. Pas. Non, c'est au pas. C'est pas le galop, c'est au pas. Donc, combien de temps il met pour faire 10 km? Toujours la même question. Et la réponse est en heures cette fois-ci. Ouais, ok. En heures? Ouais, en heures, ouais. En heures. Moi, ça me semble cohérent en tout cas. De le dire en heures. Ou pas, ça va vite, hein, pas. Regarde, nous, quand on marche, on fait 5 km. Je continue mes raisonnements. Vas-y. On va se réaligner à moi. On écoute. On sait, hein, on a compris le principe. Caro, elle va toujours viser un peu au-dessus de toi. Quand on marche bien, on marche à 5 km à l'heure. Mais on marche quand même pas mal. Donc, ça voudrait dire que nous, pour faire 10 km, on a besoin de 2 heures. Donc ça, on est bon. Sauf qu'un âne, il faut quand même lui planter une fourchette dans les fesses ou lui mettre une carotte devant. Sauf que nous ne sommes pas des ânes. Ouais, mais du coup, en plus, on a besoin de leur planter des fourchettes ou de leur mettre une carotte devant le nez pour que ça avance. Parce qu'un âne, c'est têtu, donc ça avance jamais. Mais on va partir qu'il est en croisière. Hein. Enfin, pas sur un bateau, mais en vitesse de croisière. Oui. Et donc, du coup, il va marcher moins vite. Parce qu'on marche à côté de lui à 3 km à l'heure. Donc ça fait 3 heures et 15 minutes. 3 heures et 15 minutes pour Benoît. Ok. 3 heures 20 minutes. Allez, 3 heures 20 minutes, ok. Ouais, 3 heures 15, 20 minutes, je dirais. Et Caro? Sans la réflexion de Benoît, j'avoue, j'aurais dit 5 heures. Mais avec ce qu'il dit, du coup, je pense qu'il faut que je révise 5 heures, t'aurais dit? Non, du coup, j'ai dit que je voulais changer. Du coup, je réfléchis. Et je dirais... Parce que 5 heures, ça voudrait dire qu'il va à... 3 km? Non. À 2 km/h. 2 km à l'heure, ouais. Ah ouais, du coup, c'est assez long quand même. Et du coup, je dirais... 2... Non. Je dirais 3h45. Donc, au-dessus de Benoît. Ouais. Tu restes au-dessus de Benoît.
Bah, tout à l'heure, la première fois, je crois que j'étais en dessous. Ah non, j'étais aussi au-dessus. Bah ouais, mais parce qu'il. Non, mais peu importe. Hein. Ça, J'ai ça dit quoi? marche, J'ai dit combien? Thiago, ma technique. 3h45? T'as dit 3h45. On valide ça? Ouais, vas-y. Oui, Ok. Jean-Pierre, nous validons cette réponse. Très bien mes cocos. Eh bah écoutez, non, un âne il va aussi vite qu'un homme, en fait, tout Donc, 2 simplement. heures. À 5 km/h. Donc il va à 5 km/h C'est à quand la on marche vitesse rapide du ou pas. quand même 5 km/h. C'est une marche rapide, mais ça va. C'est dans la moyenne des marches, de marche en Ok. fait. Ça peut aller un peu en dessous de 5 km/h. À partir de 4,7. Et je crois que la vitesse de marche moyenne maximum, c'est à peu près 5,8. 5,7. Ok. À partir de là, on estime que tu cours. Ouais. Voilà. Ouais, les Parisiens dans le métro, ils vont à 5 km/h, ils sont toujours pressés. Ouais, mais sur un tapis, c'est plus simple. Et du coup, ouais, 2 heures pour l'âne, Ok. pour faire 10 Donc km. 2 heures pile, du coup. Ouais, pile, Ouais, en c'est une moyenne. Donc effectivement, Tout oui. comme l'Airbus, il va jamais à 905 km/h en permanence. Il doit y avoir un peu de Voilà. frottement du vent. C'est L'escargot, toujours, il y a le frottement de la route. Enfin, Ouais, l'escargot, s'il voit un petit l'escargot, il y a un caillou. Ça, qui il- passe, c'est des dos d'âne. C'est Ouais, des c'est dos vrai. d'âne. Ok, est-ce qu'on a le temps de faire un petit... Allez, un dernier rapide, on y un va. dernier rapide sur Sans le même jeu? réfléchir. Sans Allez, sans réfléchir. réfléchir, on répond. La première idée Ok. qui nous vient en tête, on répond. Je te Allez, laisse parler en c'est premier, parti. Caroline. Hein. Attends. Oula. Bah, on n'est pas couché alors. La pression. Ok, alors attention, Caroline. Ok, là en plus c'est un objet que vous connaissez bien, c'est le TGV. D'accord? Donc le TGV, combien de temps il prend pour faire 10 km? Là, Sachant 5 que, minutes. Pareil. sachant que la réponse est en secondes. Quoi? Je donne la réponse en Oh secondes, là là. pour être un peu plus précis que des minutes. Ah, putain. Ok. Alors, 5,3 En secondes. vitesse, alors je redis, hein, c'est en vitesse moyenne et la plus élevée qu'il peut faire avec les 5,3 gens secondes. à l'intérieur. Benoît dit 5,3. 5,3. Je croyais que tu devais laisser parler Caroline en premier. Ouais, mais ma calculatrice m'a aidé plus rapidement que mais Caroline. t'es sérieux? Ah, il triche en c'est plus. un tricheur. Si tu gagnes, le point il compte Mais- pas. Hein, moi, je Alors, te le dis. ouais, À un moment donné. ça changera rien du tout. Caro, mais- On joue pour Allez. des carambars. Hein. Allez, Caro, dis-nous une réponse plutôt, parce qu'une bonne, je sais pas, mais. Bah, je dirais. Toi, mais attends, mais comment tu peux savoir que c'est 5 secondes, genre? C'est pas possible. Alors, je redis, hein, c'est la vitesse. Bon. Quand il a des personnes à l'intérieur, Ouais. en tout, ça va à cette vitesse-là. Pour moi, un TGV, ça va à Moyenne. 320 km/h. Et du coup- sa vitesse maximum. Ou c'est Mhm. 320 ou 350 à peu près. Et du je pense coup, 350, ça me semble un peu élevé. après, c'est en secondes. Ouais, donc 320, j'ai divisé par 3600. Et comme tu m'as proposé tout à l'heure pour l'Airbus. Et après, j'ai remultiplié par 60 parce que du coup, j'étais en minutes pour 60. Je suis pas sûr de moi, mais 5,3. Bon, alors, t'avais dit combien, Benoît? Pardon. Sa vitesse maximum, je dirais 320 km/h. Mais je pense que c'est plus de 300, c'est sûr. Ouais. Bon, allez, dites des chiffres. Alors, moi, je vais dire 15 3 secondes. secondes pour Benoît. En vrai, non, ça me paraît super court. Je dirais 18 secondes. Je suis d'accord avec ta réflexion, Caro, si je peux me permettre. Ça me semble hyper court, même 18 Mais en secondes fait, pour moi, faire un tu kilomètre. dis ça me 3 semble hyper court. secondes et du coup, ça me semble très court. Du coup, j'ose pas. Mais moi, je serais plus dans les. Mais c'est vrai que c'est peut-être 53 secondes et pas 5,3 secondes. Moi, je dirais plutôt vers 60 secondes en fait. Ah. Même peut-être un peu plus. Non, mais c'est vrai en plus. Est-ce qu'on arrêtera un jour de dire ou Bah, sinon, du coup, je vais rester dans. Je vais dire 60 secondes. donc, 58 parce que sinon, c'est pas Moins drôle. Mais 53 secondes à la place de 5,3 parce que je pense que je me suis planté dans mes calculs. Ok. Et bah ouais, en fait, vous vous êtes un petit peu planté, mais c'est 112 secondes en tout, Ah. 0,5. Et c'est combien sa vitesse maximale de Donc pointe 320 km/h. Là-dessus, Eh bravo. En fait, Ouh, je ouh. pense que t'as oublié de décaler une seconde ou un. Ouais, je pense qu'il y a un truc que j'ai mal décalé. Ok, et bah bravo, Caro. Du coup, t'étais la plus proche. Bravo, Caro. Et est-ce que du coup, tu as un autre petit jeu pour nous?
Ouais, bah toujours, tu me connais, toujours d'autres petits jeux. Alors, cette fois-ci, comment on va le faire? Je pense que on va le faire chacun votre tour, peut-être. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est le jeu auquel je pense? Que les personnes Oui. qui nous regardent sur YouTube auront un gros indice et les Voilà. personnes qui nous écoutent auront un peu Bah. plus de mal. Mais si vous êtes sur YouTube, jouez comme nous. Jouez sans regarder la vidéo. Ça sera super pour vous. Bah, de toute façon, vous allez avoir, du coup, en fait, l'idée, vous avez 15 secondes. Vous allez avoir une image devant vous. Vous allez devoir décrire cette image-là. Moi, de base, j'ai pris 3 indices qui sont sur cette image-là. D'accord? Par exemple, je dis un truc tout con. On parlait d'escargot. Et si sur l'image, il y a un escargot, j'ai choisi ce détail-là. Donc, c'est peut-être qu'il faudra dire qu'il y a un escargot sur cette image-là. Ok. Que vous avez saisi. Oui. Donc, il va falloir décrire le maximum, le plus rapidement possible l'image. Donc, vous avez 15 secondes. Donc, je vais mettre le chronomètre. Et moi, je vérifierai ensuite si vous avez dit les bonnes choses ou pas. Ok. Donc, je vous mettrai même l'image avec les objets entourés. Comme ça, on verra bien que voilà, que c'est préparé. C'est du jeu préparé, sinon. C'est du jeu préparé, voilà. Par contre, c'est juste un jeu où on passe plus de temps à expliquer les règles qu'à jouer quand même. Très clairement, c'est tout à fait ça. Et ben on laisse l'honneur à Caro de commencer. On va laisser Caro commencer. L'honneur aux filles. On décrit ce qu'on voit, c'est tout, on est d'accord. Voilà, dès que tu vois l'image, tu me dis je vois l'image et là tu décris. Moi je vais taper sur le. Et on a le droit de dire ce que c'est l'image ou Ah oui, non, on n'a pas le droit de dire. En fait, vous allez. On n'a pas le droit de dire c'est le tableau, je sais pas, de Van Gogh avec des tournesols. J'espère que je nique pas le jeu, mais. Vous pouvez le dire, en fait, ça changera rien du tout au jeu. Ou on n'a pas le droit de dire c'est Montmartre. On doit dire c'est un bâtiment blanc, c'est une église blanche. Mais là, pas trop de risques. Okay. D'accord. Ok, mais du coup, j'ai pas. On gagne. Enfin, quand est-ce qu'on gagne en fait? Alors, du coup, on décrit juste. Voilà, c'est quand vous avez pris mes détails, mes 3 détails. Il y en a 3. Que tu as toi entouré, c'est ça que tu as dit? Voilà, que j'ai entouré, que j'ai choisi avant sur cette image-là. Et donc, c'est des indices que vous devez dire à voix haute et que je dois les entendre pour valider ou pas. Mais je vous dirai qu'à la fin des 15 secondes si c'est validé ou pas. J'attendrai que les 2 passent, bien sûr. Très bien. Ok. Ilou. Ok, c'est parti. Parce qu'on a la même image? Ouais, vous avez la même image. Ok. Donc, il y aura un petit avantage pour la personne qui... Après. Je ferme les yeux si tu veux. Ah oui, ou tu te tournes. Je baisse la tête, je ne vois rien. Non, mais du coup, mais tu vas m'entendre quand même. Oui, mais c'est mon imaginaire qui va parler, du coup. C'est bien. Okay. Je vais essayer d'imaginer ce que tu vois. L'image. Tu vois l'image? C'est parti, Caro. 15 secondes. Okay. Alors, je vois des personnes devant un truc avec des écritures asiatiques. Je dirais un temple. Il y a des arbres au fond. Ok, c'est fini. Merci, Caro. 15 secondes. C'est 15 secondes. 15 secondes. Moi, j'ai rien vu que tu avais entouré personnellement. Mais bon. C'est normal parce que tu c'est normal. Je t'ai pas montré. Voilà. Ah, ok. Ok, on va laisser Benoît maintenant ces 15 secondes-là et on va voir s'il dit plus de description. Ouais, je pense. Je peux ouvrir les yeux, c'est bon? C'est bon, c'est parti. C'est un temple japonais avec des écritures japonaises. Il y a plein de personnes devant, des touristes. Le temple, il est en plein milieu de la photo, il est même en gros. Il y a une personne en noir à droite. Des personnes en rose devant, il y a des lanternes japonaises, chinoises. Ah, c'est peut-être chinois. C'est des écritures chinoises, japonaises. Il y a 2 étages sur le temple. Ok, c'est rouge. Ok. Pas mal. Est-ce que vous voulez les réponses maintenant? Non. Bah oui. Non, vous voulez pas les réponses. Tu te moques de moi? Tu te moques de moi? Ok, très clairement. Écriture japonaise ou chinoise, je l'ai dit. Allez. On l'a tous les deux dit pour le coup.
Non, c'était... Oui, c'est pas très bien dessiné. Bah, je voulais montrer qu'il y a 2 niveaux. Ah, je l'ai dit, Un temple qui avait 2 niveaux. Ah, ok. Et donc, il y avait des personnes devant. D'accord? On l'a Donc dit ça, tous vous les l'avez deux. dit, tous les deux. Et après, qu'il y avait 2 statues à l'intérieur. Ouais. Mais là, ils sont un peu cachés en plus, ces statues-là. Et pour tout vous dire, une fois que j'ai fini, je me suis dit, oh, je suis sûr qu'il a pris les 2 statues comme. Une fois que... Et j'ai dit 2 étages. J'en ai 2 sur 3 et Caro, Oui. elle en a un sur. Oui, oui, Ouais. c'est ça. Mais ouais. Mais j'avoue, en fait, j'étais tellement. Je regardais tout en même temps et en même temps, enfin, c'était assez stylé et du coup, j'étais un peu surprise. Ouais, en gros, ouais, voilà, c'est un temple asiatique, je dirais plutôt chinois peut-être que japonais, je pense. Au vu de la grosse lanterne. En fait, c'est un temple à 2 étages, à 2 niveaux. Dessus, c'est un temple comme on voit en Chine. Et il y a des écritures en chinois sur des panneaux blancs. Il y a des groupes de touristes, mais des bons touristes latinos, quoi, devant. Mhm. Et puis c'est vrai qu'en fait, dans le bas du temple, il y a des statues, je pense, qui sont en bois, qui sont décorées en couleur. Et elles sont un peu cachées, donc c'est pas très visible. Non, là, c'était le petit détail un peu subtil de la chose. Et du coup, en fait, pour la petite partie culture de ce petit jeu, en fait, c'est le monument le plus visité du monde Ah bon? en 2019. Oui. Et c'est quoi ce nom du monument et c'est où? Et alors, du coup, c'est pas tout à fait chinois, mais c'est plutôt japonais. C'est à Tokyo. C'est un temple bouddhiste. Alors, je vais essayer de prononcer le nom, mais c'est un peu chaud. C'est le Sansoji. Voilà. Ok. Désolé pour ceux Et qui c'est sur le menu parlent 3B bien. ou plutôt C2? C'est sur menu touristique à Tokyo, en tout cas. Et donc, c'est le plus vieux temple de Tokyo qui est dédié Ok. à une déesse. Voilà. Mais c'est pas la Eiffel Tower, le monument le plus visité au monde? Et non, bah là, c'était Ok. des chiffres qui datent de 2019, avant Ouais, mais- la pandémie, hein, bien sûr. Oui. Et donc, quand même, 30 millions de personnes par an. Ok. Voilà. Voilà, du coup, pour la petite histoire de ce monument. Très bien. C'était- Et tu as un dernier petit jeu, si je ne m'abuse, Paul, à nous proposer. Ah oui, alors là, c'est pas tout à fait un petit jeu, mais c'est plutôt... si, ça, on va le prendre comme un jeu, hein. Je vais vous donner une expression et vous allez devoir tout simplement m'expliquer d'où ça sort, cette expression-là. Ok. Très bien. Ok, donc c'est celui qui aura La meilleure, l'histoire, voilà, on verra si quelqu'un trouve la signification de cette expression-là. Je serais contente d'avoir la réponse après. On se couchera moins bête ce soir. Bah voilà, quand même. Absolument. Et donc, l'expression du jour, c'est... c'est en Ah, mode- ah oui, gagner c'est un truc les facile. doigts dans le nez hyper Voilà. facilement. D'accord, ok. Bah ouais. Genre, c'est trop facile et Tout à fait. la c'est ça. réussite est sûre, quoi. Ouais. Caro, une idée? Ah, d'où ça vient? Ouais, d'où ça vient, l'histoire. Pourquoi on dit ça? Bah, je sais pas. Parce que se mettre les doigts dans le nez, c'est. Je sais pas, c'est facile. C'est facile, ouais. Ça se fait. Quoique, pas toujours, mais ça dépend des gens, je pense. mais- Oui, oui. Oui, on en parlera Si- tout à l'heure. Si t'as pas de main, effectivement. C'est pour Par ça que exemple. je pensais que ça pas faisait à- une bonne expression, aussi une loin. bonne. Et pour moi, Ouais. en fait, je me dis, c'est totalement pété comme raisonnement, mais on va essayer. En gros, on De toute gagne façon, haut la main. C'est pareil que gagner les doigts dans le nez, par exemple. Ouais. Et donc, tout à en fait, la personne, elle a gagné haut la main, Mhm. et c'était un nain. Et donc, cette personne a mis les doigts dans le nez de quelqu'un. Donc, elle a gagné les doigts dans le nez. Ok, pauvre. Merci, Donc, ça serait Benoît. grâce à une personne de petite taille. Elle a gagné haut la main, donc elle a mis sa main en l'air, et du coup, elle a mis les doigts dans le nez de quelqu'un. Je sais pas laquelle des deux est vraiment le cas, mais la tienne, elle est tirée par les cheveux, si on peut dire. Oh, bah, n'en ayant ça- plus. Ça, c'est beau, Caro. Et du coup, Caro, quelle est ta proposition pour avoir les doigts gagner les doigts dans le nez, pardon. C'est pas avoir, c'est gagner. Comment ça? Ah bah c'est se mettre Bah, que c'est quelle est facile ton de se mettre histoire les doigts dans le nez pour Bah moi, c'est ça, je Oui. sais pas, en vrai j'ai pas d'idée. T'as Faut pas que je d'idée dise un autre truc? Ouais, bah si t'as des idées après. Bah, ça veut dire que c'est pas ça, je pense. Bah oui, donc il y a aucun des deux en fait. On a. Alors c'est pas tout à fait ça, hein. Mais
ça pouvait vient. se douter que la proposition de Benoît, c'était pas tout à fait ça quand même. Eh ben, écoute, ton début de Peut-être que raisonnement c'est est mieux. est vrai, en fait. C'est quelqu'un qui a pas besoin de ses mains pour gagner. Et du coup, c'est une expression qui serait apparue en 1912. Ah oui, c'est précis. Et si je vous parle de course, Hippique. ouais, les courses hippiques, ça vient de là. Du coup, ça serait le jockey, donc celui qui est sur le cheval. Il mettait les doigts dans le nez du cheval, dans le... Non. Et en fait, t'imagines juste n'importe quoi. Non, en fait, c'est comme si c'est tellement simple qu'il n'a pas besoin de ses mains pour gagner. Donc le cheval avance tout seul. Et du coup, avoir les doigts dans le nez. Et après, ils ont mis le En nez gros, il se et fait pas la télé- tête. ouais. En fait, c'est gagner sans les mains, quoi. Ouais, ok. Voilà. Du coup, les mains, ça marche, quoi, en fait. Il met les mains en l'air et il gagne. Voilà. Ah, Et c'est un du peu coup, pareil. en fait, il se fait tellement chier pendant sa course Il que, se décrotte le nez, donc il décrotte gagne le les doigts nez. dans le nez. Voilà. Ok. Voilà la Ok. petite expression du jour. En tout cas, c'est très bien choisi, Paul, parce que ça va nous emmener vers, Vers quoi la prochaine étape, qui est la découverte de Caro et de son métier, surtout. Du coup, Alors, est-ce que tu as Caro- un rapport avec le nez, Caro, ton métier? Pas vraiment. Enfin, on peut toujours trouver un rapport. Hein. On peut toujours trouver un Voilà. rapport. La, Vers quoi la prochaine étape, qui est la découverte de Caro et de son métier, surtout. Du coup, est-ce Alors, que tu as Caro- un rapport avec le nez, Caro, ton métier? Pas vraiment. Enfin, on peut toujours trouver un rapport. Hein. On peut toujours trouver un Voilà. rapport. D'accord. C'est intriguant. Alors non, Oui, du coup, faudra me le demander après, Benoît ou Paul d'ailleurs. en fait, j'ai envoyé une petite présentation à Caro pour qu'elle nous réponde à des questions qui permettraient de la présenter. Donc, D'accord. la première question, c'est le prénom. Caroline, dit Caro, on l'appelle beaucoup Caro, donc elle vous fait coucou en plus. Ouais. Elle a 27 ans. Je me permets de le dire parce que tu as répondu à la question. Et sa profession, c'est psychomotricienne. Oula. Donc, certains savent ce que c'est, certains non. Personnellement, avant de connaître Caro, je ne savais même pas que ce métier existait. Mais, Oui. Bah, pareil, hein, pour le coup. mais donc, du coup, Désolé, tout est... Caro. Désolé, mais, mais après, certains connaissent. Quand tu parles à des gens, tu dis « Ah, je connais une psychomotricienne. Ah, mais oui, c'est trop cool, et tout ça. » Donc, bon. Ça, C'est vrai. un métier qui est pas sous-coté, je pense, et qui est pas surcoté non plus. C'est un métier qui est bien. Ensuite, une petite question un peu ubuesque. Qu'est-ce qu'elle prend à la boulangerie, on lui a posé. Ah oui, ça c'est important. Bah, non Et pas là- que ton métier soit pas important. Hein. Et là, vous allez connaître la personnalité de Caro, qui du coup, vous avez commencé un peu à la découvrir. Elle m'a répondu du pain complet et ou avec des graines tranchées, virgule, parfois des croissants, virgule, parfois des éclairs au chocolat. Et je pense qu'elle a arrêté la liste, mais elle aurait pu continuer pendant 10 minutes la liste. Caro, elle arrive dans une boulangerie, elle prend la boulangerie. Enfin, elle fait attendre la boulangère de savoir qu'est-ce qu'elle va prendre. Et au bout de 10 minutes, elle dit « Oh ben, je vais simplement prendre un croissant. » Moi j'aime beaucoup le et ou. Ça va dépendre de mes humeurs, mais je prendrai tout ça si je vais bien. Si j'ai envie. Bah, C'est ça, cela Caro? dit, au quotidien, je prends souvent du pain tranché, complet avec des graines s'il y en a, en fonction de ce que je préfère aussi. Et parfois, les éclairs au chocolat ou les croissants, Ça t'attire. ça Ouais. m'attire. Un peu comme tout le monde à la boulangerie. Hein. Quand tu rentres dans une boulangerie, tu as envie d'acheter le rayon des pâtisseries. Quoi. En vrai, je comprends tout à fait. Hein. Je suis pareil. Les fondants au chocolat aussi, je prends beaucoup. Hein. Moi, je prends les religieuses. J'aime bien les religieuses. J'ai Ah, l'impression qu'il y en a plus que dans une éclair. ouais, c'est vrai. Ouais, Alors ouais. c'est la même Mais- chose, mais, sauf que c'est des boules au lieu que ça soit une barre. Mais Dans un Mais éclair. ouais. L'éclair est plus simple à manger qu'une religieuse, hein, en soi. ah oui, par contre, oui. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, la religieuse, c'est une catastrophe à manger. On est d'accord. Ensuite, on lui a proposé, on lui a demandé ses emojis préférés. Alors, avant de me répondre, elle m'a envoyé un message. Je peux t'en mettre combien? Donc, on revient toujours au même sujet. Et sa réponse a été, alors, c'est des emojis
Il y a l'emoji la tête retournée en sourire et l'emoji avec des cœurs dans les yeux. Hein, Ah non, des étoiles dans les yeux. Ouais. Des étoiles, pas des Des cœurs, des étoiles, étoiles. Et à la fin de la phrase, c'était « J'en mettrais bien un troisième, mais bon, 3 petits points. » Elle aurait pu prendre la liste des emojis et faire tous les emojis. Et après, renvoyer un message en disant « Ah bah non, celui-là, non. Ah bah celui-là, oui. Ah bah non. » Ok. Après, en fait, il y en avait un autre que j'avais, si je peux me permettre, Benoît. Ouais. C'est que il y en a un, c'est pas un emoji pour moi parce que c'est un animal, mais c'est le singe qui se cache les yeux. Et celui-là, j'avoue, je l'aime bien aussi. Ah, mais si, c'est un emoji, ça. Il est là, L'emoji, pour moi, c'est vraiment juste le Ah, rond c'est avec jaune, un smiley, du un coup. smiley, en fait. Ah ouais. D'accord, ouais. Ah non, ouais, il est chouette, le singe qui se Ouais, cache les yeux. Je crois que Ouais, c'est mais celui-là il est mon mignon. préféré, moi. Ouais. Du coup, il fallait que je choisisse dans les trucs jaunes, c'était pas ouf, quoi. Mais celui-là, il envoie du lourd. Est-ce que tu veux le refaire maintenant que tu sais que tu peux prendre d'autres emojis ou pas? Parce que si tu veux, à ce moment-là, l'émission, elle durera 2 heures. Mais vous imaginez, elle s'est limitée au rond jaune et il y en a déjà 2, voire 3. Et là, on peut revenir à la première question. Combien de temps tu as mis pour choisir ces 2 emojis? Ah, c'était assez rapide. C'était fait rapidement. Ah, très bien. Par contre, la dernière expression est arrivée de nulle part. Hier soir, je reçois un message de Caro qui disait « T'es pas fâché avec le pâté ?» Explique-nous, Caro, pourquoi c'est ta citation préférée. Alors, préféré, je ne sais pas, mais en fait, je l'ai appris hier, Du moment, ok. pendant le repas de Pâques en famille, avec des distances de sécurité, évidemment. Et voilà. Et en fait, je crois que je ne sais même plus ce que ça veut dire. Mais c'est parce que vous mangez du pâté, tu mangeais beaucoup de pâté, donc il y a quelqu'un qui t'a dit « T'es pas fâché avec le pâté ?» Ou alors c'est une expression de ta famille que tu as reprise. Parce que Non, là, pas du du coup, tout, on parce que va... c'était le beau-frère de mon frère. Mais du coup, en fait, je sais même Le plus. beau-frère. Oh là 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 là, le beau-frère. Et tu le rencontrais pour la première fois. Non, pas du tout. Non, attends, c'est quoi? T'es pas fâché avec le pâté? En vrai, je sais Oui, tu as vraiment plus. écrit ça. T'es pas fâché Alors, avec le où pâté. je me suis trompé, mais pour Si, moi, c'est c'était ça, t'es c'est pas ça. fâché Mais en avec le vrai, je me pâté. souviens même plus de la signification. Bah, la signification dans un autre épisode. On Ou vous si vous mettra en rencontrez description. Caro un jour en vrai, peut-être qu'elle se sera à se renseigner pourquoi elle n'était pas fâchée avec le pâté. Nous ne Ouais, saurons j'ai jamais. dormi autre temps, je me Après, souviens. moi, je trouve que ça sonne bien. Bah, t'es pas fâché avec le pâté, ça envoie, quoi, quand même. Ouais, Je dirais que je même la ça envoie connaissais du pas, cette pâté. expression. Mais apparemment, vous non plus, du coup. Ah Non. non, moi, je Alors pense là, que c'est une expression du beau-frère, de ton beau-frère, de ton cousin, de la voisine, mais je ne sais pas d'où sort cette expression. Hein. ouais, en tout cas, apparemment, tu t'es bien marré pendant ce repas de. Ouais, Il absolument. semblerait. C'est vrai en plus. Mais je m'en souviens plus. Vraiment, en fait, c'est nul parce que je sais même plus l'expliquer, quoi. Mais voilà, en Bon, tout cas, c'est pas c'était très un grave. très bon, Ouais, c'était un très bon moment pendant l'expression et voilà. Donc Ok. c'est Eh ben écoute, le principal, c'est que c'est bien passé, que ça t'a plu sur le moment, ça nous a fait rire, donc on est tous contents. En tout cas, n'hésitez pas à ressortir en soirée, t'es pas fâché avec le pâté. Dans quelles circonstances, je ne sais pas, mais Ouais, en vous tout pouvez, cas, s'il y a quelqu'un qui mange du pâté, dites-lui t'es pas fâché avec le pâté. ça peut être ça, genre, si quelqu'un prend beaucoup de nourriture, tu peux lui dire ah, t'es pas fâché avec le pâté, toi, hein. Ça veut dire que t'en ouais, mais prends beaucoup. franchement, ça me saoule là parce que je sais même vraiment plus. La honte. Moi, c'est pas très grave. Ouais, ouais. Le principal, c'est que sur le moment, ça nous a fait rire, ça avait l'air de vous faire rire, donc c'était le principal. Tout à fait. Bon, est-ce qu'on passe un peu plus de temps à te comprendre qu'à comprendre ta citation préférée? Oui. Je pense qu'on va partir plutôt sur ce qu'on souhaitait parler avec toi, c'était le côté psychomotricienne. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'une psychomotricienne? Alors, une psychomotricienne ou un psychomotricien, c'est une personne, donc c'est un ou une thérapeute qui va, par le biais du corps ou de l'esprit, en fait, travailler des problématiques diverses et variées en fonction des pathologies ou des difficultés de la personne ou des personnes. Donc, on dit que c'est une thérapie à médiation psychocorporelle
Et en fait, le côté psycho, donc c'est du côté un peu de psychologue finalement, donc l'esprit, le mental, et motricité, le corps. Et en fait, nous, on estime qu'il y a ce côté de globalité entre faire le lien entre le corps et l'esprit, pour faire assez simple. Ok. Et du c'est coup, chouette. les médiations corporelles, et il y en a autant que on peut exister. Ça peut passer par le sport, ça peut passer par des jeux, par de la musique, par de l'art, par voilà, plein de... Là, je donne des exemples comme ça, mais il y en a encore plus. Mais en fait, c'est le sens que le professionnel va mettre, parce que un jeu, c'est ludique, mais il peut y avoir aussi un apport thérapeutique, et c'est ça qui va donner l'importance. Oui, en gros, vous utilisez des jeux, des activités qui permettent à la personne avec qui vous travaillez autant physiquement que mentalement, d'associer des mouvements, de retrouver des mouvements ou de connaître des mouvements s'ils n'ont jamais pratiqué ça. Et en fait, du coup, vas-y. Non, vas-y, je te laisse la parole, Caro. Et du coup, en fait, au cours de notre formation, on apprend tout ce qui est en lien avec du coup le tonus, le schéma corporel, l'image du corps, mais aussi l'espace, le temps, tout ce qui est sensoriel aussi, et les fonctions exécutives, donc l'attention, la concentration, la mémorisation, la flexibilité mentale, etc. Donc en fait, on a vraiment ce côté d'ensemble, à la fois du corps et de l'esprit finalement. Et qui peut venir vous voir? Des enfants, tout type de personnes, des personnes âgées? Alors ça va du prématuré, en fait, on pourrait partir de là, du prématuré à l'enfant, à l'adolescent, la personne adulte et la personne âgée. Finalement, il y a tous les âges, en fait. On peut être amené à voir tous les âges. Ouais, et ça concerne tout type de... Même si je pense que ça concerne plutôt des personnes un peu avec de l'autisme, avec des personnes âgées qui ont perdu des réflexes. Ou est-ce que moi, j'ai peut-être une pathologie que je ne connais pas, mais est-ce que même si j'estime aujourd'hui ne pas en avoir, est-ce que je pourrais quand même aller voir une psychomotricienne pour, je ne sais pas, retrouver, éviter de la perte de mémoire, avoir des entraînements de ce type, ou c'est que curatif et pas préventif? Ça peut l'être, ça peut être préventif. Par exemple, ça peut aussi être venir faire de la relaxation. Voilà, c'est assez varié en fait, parce que je parlais de différentes médiations, mais il y a des relaxations qu'on a en formation en psychomotricité, et du coup, voilà, peut y avoir ça aussi. Parce qu'en fait, au niveau des pathologies, des handicaps, des maladies, il y a vraiment toutes sortes. Ça va, voilà, par exemple, on peut parler de troubles d'apprentissage quand on va à l'école, la dyspraxie, la dysgraphie, parce qu'il y a la motricité fine et la motricité globale aussi que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, c'est quand même assez essentiel finalement. Et rapidement, dyspraxie, dysgraphie. Alors, pardon. La dysgraphie, c'est des difficultés pour écrire, le graphisme. Et la dyspraxie, ça va être toutes les problématiques en lien avec les mouvements du corps, que ce soit le corps entier ou plus précis, la motricité fine. Voilà, pour faire simple. Oui, non, ça suffit pour eux. Voilà, parce qu'en fait, du coup, j'ai parlé de dysgraphie, dyspraxie, puis après, il y a, entre guillemets, peut-être plus connu, la dyslexie, où là, c'est souvent plutôt les orthophonistes, par exemple, qui vont intervenir, parce que nous, on peut intervenir, mais on n'interviendra jamais de la même manière. Parce qu'on on a des métiers un petit peu complémentaires. Puis après, quelqu'un qui vient de faire un burn-out, par exemple, pourrait très bien aller voir une psychomote. Toutes les maladies... voilà, tout à l'heure, on parlait des personnes âgées, la maladie d'Alzheimer, il peut y avoir aussi les trous. Voilà, il y a vraiment je dirais en fait, toutes les pathologies ou toutes les maladies, à partir du moment où il y a soit le corps, soit la tête qui ne va pas bien, ou parfois les deux. Voilà, hein, ça peut aussi être. Voilà, il y a vraiment tous les types de pathologies. Je pourrais en sortir plein. Il y a une liste indéfinie finalement. Oui, mais en fait, c'est ça, dès qu'on a un problème moteur ou psychique, ouais.
En fait, on peut faire, et même sans avoir de problème, comme tu disais, si on est stressé, on vit des périodes de stress, ça peut être aussi un moyen Ça pourrait, d'apprendre ouais. la relaxation, d'aller rencontrer une psychomotricienne. Et on Parce que, vous retrouve. non, Vas-y, pardon. je te laisse finir. Parce que, il y a aussi ce côté, enfin, c'est pas du tout pour dénigrer ou quoi les psychologues, mais parfois de dire on va pas bien, mais aller voir une psychologue, parfois c'est compliqué de se dire bon, bah, je vais voir une psychologue parce que je vais pas bien. Parfois, pouvoir passer aussi par le côté du mouvement, c'est parfois un peu plus facile à accepter et on en ressort. Voilà. Bien sûr, on n'est pas psychologue, donc on fera pas la même chose et on n'interviendra pas pareil. Et le soin n'est pas le même, mais voilà, ça peut aussi être un intermédiaire peut-être avant de se dire bah oui, j'ai vraiment besoin d'aller voir une psychologue finalement. Une psychologue, ça va être plus avec les mots et vous, ça va être plus avec les gestes, la gestuelle, l'odeur, les sens, en fait. Oui, ouais, ouais. Mais on parle quand même, hein. On communique parce que c'est hyper important aussi de la relation qu'on Ouais. a avec la personne qu'on a en face de nous. C'est très, très important. Et justement, du coup, les psychomotes, on peut les trouver dans quel style de structure? Est-ce que c'est dans des cabinets libéraux ou, Bah, les deux, j'ai envie de te répondre. En libéral, mais aussi dans des institutions pour enfants, pour adolescents, pour personnes âgées, dans les hôpitaux, voilà, dans tous les... Parce que du coup, vu qu'on a toute la population, bah, du coup, c'est la même chose ouais. au niveau des établissements. Voilà, des établissements avec donc, ce qu'on appelle IME, Institut médico-éducatif, où du coup, il y a la partie éducative, la partie scolaire, parfois, et puis la partie thérapeutique, où il peut y avoir tous les professionnels paramédicaux. Ok. Et il y avait aussi les ergothérapeutes. Mhm. Est-ce que tu sais nous l'expliquer ce que c'est et quelles sont les différences, ou est-ce que vous êtes complémentaires? Ouais, parce que Alors, c'est un peu plus connu, excuse-moi de te non, vas-y, couper. vas-y. De moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus connu que les psychomotriciennes et siens, Alors ça, moi, j'avoue, non? moi, j'ai connu les deux à peu près en même temps, donc voilà, je ne saurais pas dire. Après, moi, ce que je peux dire, c'est que on est complémentaires. Tout à l'heure, je parlais des psychologues, j'ai parlé des orthophonistes. Alors, certes, c'est peut-être des métiers un peu plus différents, mais finalement, voilà, on a quand même des choses en lien et souvent, on peut même être amené à travailler ensemble et pourtant, on a des choses assez communes. Voilà, on a des cours, je pense, qui sont assez similaires parfois aussi. En tout cas, donner une définition de l'ergothérapie spécifique, moi, voilà, j'ai envie de dire que je ne pourrais pas le donner. En tout cas, je dirais qu'on a la motricité fine en commun parce que du coup, par rapport à l'école, quand on a des troubles graphiques pour écrire, nous, on va faire la rééducation pour apprendre à écrire, à tracer les lettres, voilà, par le biais de jeux aussi, hein, d'ailleurs. Mais finalement, parfois, malgré la rééducation, on peut améliorer ou pas, parce que bon, on n'est pas des magiciens, donc voilà, on ne peut pas tout résoudre. Mais par exemple, les ergothérapeutes, elles vont mettre en place un ordinateur, parce que du coup, à l'école, plus on va CP, C1, C2, plus on grandit, plus ça demande d'écrire, de prendre des notes, la rapidité, et du coup, c'est parfois très, très compliqué. Et du coup, ils vont proposer, par exemple, à l'ordinateur. Ça, c'est un outil qu'eux vont amener et que nous, voilà, on peut se dire peut-être que, mais en fait, c'est pas nous qui allons le faire, c'est les ergothérapeutes. Et c'est dans ces cas-là où on va envoyer, que ce soit l'école ou nous ou d'autres professionnels. Voilà, ça peut être aussi par exemple, je pense dans les maisons de retraite, hein, il y a sûrement d'autres, hein, mais je donne seulement des exemples. Ça va être les déambulateurs ou les lits. Voilà, bien adapter en fait l'environnement de la personne pour faciliter en fait. Parce que quand on a un handicap entre guillemets léger, parfois on arrive à compenser, à trouver des stratégies. Là, les ergothérapeutes, en fait, elles vont nous aider à trouver un objet, une manière de faire, comment, voilà,
Et du coup, voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, il y a sûrement d'autres choses au top, mais voilà. Et puis, c'est pareil, elles vont aussi, comme nous, travailler avec les kinés, les orthophonistes, les psychologues et d'autres professionnels, voilà, aussi en lien avec les enseignants, finalement, dans l'exemple de l'ordinateur. Ok. Ok, je comprends mieux. Du coup, les ergothérapeutes apportent plutôt des objets, des outils pour faciliter le quotidien. Les psychométriciennes ou psy, eux, c'est plutôt des gestes, de l'entraînement pour faciliter le quotidien. À peu près, hein. C'est grosso modo pour Et ouais, grossièrement, grossièrement on peut l'accepter. on peut l'accepter d'une part d'une psychomotricienne, mais on aura peut-être un ergothérapeute ou une ergothérapeute une prochaine fois qui Ouais. pourra Ça justement permettrait de compléter. vraiment spécifier. Voilà, absolument. Ouais. Nous Moi, dire, bah, en fait, ouais, moi, je fais ça. Et comme toi, donner des exemples, en fait, ça permet de comprendre, de se dire, bah, du coup, et de découvrir qu'en fait, on n'a pas besoin aussi d'être malade, entre guillemets, même si le terme malade est un peu bizarre. Mais on peut tous aller voir une psychomotricienne ou un psychomotricien. Il y a quand même plus de filles que de garçons dans votre métier. Oui, c'est pour ça que je dis plutôt sienne. Oui, mais en fait, c'est comme infirmière, infirmier. Voilà, en tout cas, moi, dans ma promo, on était 250 et il y avait 10 garçons, quoi. Donc, ça, Voilà. Tranquille. Ça dépend des années. Ok. Et pour être psychomotricienne, il y a un parcours bien spécifique, des diplômes. Il y a un ordre comme l'ordre des médecins, ou est-ce que tu peux nous dire un peu comment on arrive à être psychomotricienne? Alors, je crois que ça a changé maintenant, mais je crois que ça dépend aussi des écoles. Donc, je vais dire mon vécu. que moi j'ai fait. Parce que du coup, en tout, c'est sur concours pour entrer dans une école. Le concours, donc, c'est la biologie du programme de terminale intensif, donc plus poussé, et du français avec résumé et ou vocabulaire et ou synonyme, en gros. Définition aussi, il peut y avoir. Okay. Et en fait, c'est 2 heures chaque matière. Et dans chaque école, c'est un concours différent. D'accord. Ok. Ok. Et ça dure 3 ans, 4 ans, 5 ans? 3 Oui, ans. une fois que tu as le concours, du coup. Une fois que tu as le concours, tu rentres dans l'école où tu as réussi le concours. Et tu en as pour 3 ans avec des temps en cours, des temps donc cours théoriques, cours pratiques, pas mal de cours pratiques parce que rester devant un enseignant, c'est bien, mais apprendre en vrai, c'est mieux. Et du coup, des stages. Et il y a une école où on peut faire en alternance. En alternance, merci. Ok. Et il y a beaucoup d'écoles un peu partout dans toute la France où c'est... Alors, il y en a 3 en région, 2 à Paris et une à Meulan-les-Mureaux, donc au nord de Paris. Il y en a une qui a ouvert à Rouen, il y a il y a quelques années maintenant. Marseille, Toulouse, Lille, Lyon. Oui, dans les grandes villes françaises, quoi. Voilà. C'est réparti. C'est ça. Il y en a un peu de plus en plus aussi, mais à Vichy aussi, je crois, maintenant. Et du coup, à la fin, c'est quoi comme diplôme qu'on a? Un diplôme, un DE. On est Donc, un diplôme d'État, du coup. Ouais. On fait 3 ans plus les concours et on est en 2 ans d'études, quoi. Et après, il y a ce qu'on appelle des masters. Mais voilà, c'est... D'accord, c'est en plus pour approfondir, quoi. Ok. Et du coup, tu as un mémoire à la fin des 3 ans sur les stages que tu as fait ou sur un... Et tu avais fait un thème, toi, en particulier, dans ton mémoire? Ouais, moi, j'avais fait la prise en charge des enfants en libéral par le biais des percussions corporelles. Ok. En lien avec la musique, tu es musicienne? Oui, je fais de la flûte traversière et j'aime bien chanter aussi. Et du coup, j'avais voulu lier en fait ce côté-là. Alors, j'ai pas utilisé ma flûte traversière, mais
Mais voilà, le rythme qui fait partie du Bah, coup de la ouais. fonction psychomotrice du temps dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et du coup, puis en fait, on ne fait pas que le temps non plus en faisant les percussions corporelles. Donc Oui, voilà, c'est corporel, l'occasion. c'est avec son corps, bah, pour qu'on soit bien Ouais. clair, c'est ça? C'est par exemple, je claque des doigts, ça fait un son. Voilà, où je tape dans mes mains, je tape sur mes épaules, je tape sur mon ventre. Et en fait, ça Ok, résonne, ça fait des vibrations. Voilà, ça permet aussi de connaître son corps, parce que taper dessus, ça permet aussi une prise de conscience. Donc voilà. c'est vrai que ça, par rapport à la prise de conscience de son corps, par exemple en colo, quand on anime des colos et tout ça, on fait souvent des jeux musicaux, des chansons avec le corps pour expliquer le genou, la tête, épaule, pied. Ça me rappelle ça, ouais, ces Ouais, souvenirs. c'est ça. Ok. Et sinon, je ne sais plus ce que j'avais comme question. Moi, j'ai une question du coup, plus pour toi. Qu'est-ce qui a fait que bah, tu as eu envie de faire ce métier-là, tout simplement? C'est une bonne question. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants, Ouais, déjà, pour commencer. Et puis, le côté puéricultrice, ça avait l'air sympa, mais infirmière, ça me disait rien. Voilà, il y a eu pas mal de choses en fait qui ont fait que voilà, je voulais pas être pédiatre parce que la médecine, je me suis dit ça va pas être pour moi. Et puis en fait, après, j'ai rencontré le monde du handicap par le biais de ma famille. Ok. Voilà, et du coup, j'ai fait des recherches aussi, voilà, parce qu'il y a d'autres métiers dans le monde du handicap, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, orthophoniste, ergothérapeute, psychomote, enfin voilà, tous les métiers aussi que j'ai pu évoquer. Et puis, du coup, voilà, en me renseignant, voilà, j'ai rencontré j'ai une tante qui est ergothérapeute, j'ai une autre tante qui est orthophoniste, voilà, puis j'ai rencontré plusieurs psychomotriciennes. Voilà, donc c'était vraiment là-dedans. Et puis, en fait, quand j'ai rencontré le monde du handicap au sein de ma famille, et du coup, c'est ça aussi qui m'a donné un peu ce côté-là. Et puis, voilà, je me suis dit que psychomote, ça me tentait bien. Au départ, c'était je vais jouer toute la journée, donc c'est sympa. Ah, j'ai peut-être changé de métier alors. Au final, bon, évidemment, il n'y a pas que ça, hein, mais sinon, ce serait trop beau et tout le monde devrait être psychomotricien ou psychomotricienne. Donc, Oui. d'intérêt à cette profession. Mais voilà, du coup, en tout cas, c'est comme ça que ça m'est venu. Et puis, Une expérience plutôt familiale finalement, une envie de travailler avec des enfants et une ouais, expérience familiale qui t'a amené vers le handicap c'est ça. et qui Voilà, du coup après t'a fait faire des recherches sur quel métier te correspondait le plus c'est ça. et t'a emmené vers psychomotricienne. Ok, Voilà. bon c'est une bonne chose. J'avais juste une petite question qui m'est revenue par rapport aux psychomotriciens, psychomotriciennes. Quand vous prenez en charge, il y a un parcours spécifique à réaliser, par exemple avec un bilan de début, un bilan de fin, des parcours à faire en fonction des pathologies. C'est quelque chose qui est très cadré ou finalement vous êtes plutôt libre une fois que vous connaissez la pathologie. Je ne sais pas si on peut parler de pathologie, mais une fois que vous connaissez le problème à résoudre, est-ce que vous avez un parcours prédéfini ou c'est chaque psychomotricien qui adapte selon l'enfant ou l'adulte Alors, on a donc, pour savoir qu'est-ce qu'on doit travailler avec la personne, on fait ce qu'on appelle un bilan. En fonction. Alors, un bilan, ça peut être un bilan d'observation, c'est un bilan clinique. Il peut y avoir des cotations aussi qu'on peut être amené à faire pour aussi voir voilà, si, entre guillemets, dans la moyenne, moyenne plus, moyenne moins, pathologique ou plus que la moyenne. Voilà, ça dépend. Ça dépend aussi des pathologies parce qu'il y a des choses qui ne sont pas cotables non plus. Vraiment, c'est vraiment un ensemble. Et du coup, on observe et puis on cote, on évalue en fait vraiment la personne par rapport à toutes les fonctions psychomotrices dont j'ai évoqué tout à l'heure. Pour voilà, se faire un peu une idée de la personne et de savoir ce qu'on va travailler et quelle médiation du coup, donc quelle activité, médiation, activité, c'est un peu semblable, pour savoir ce qu'on va faire avec eux par la suite. Voilà, donc tout à l'heure, on parlait de nez et on a un peu rigolo, c'est qu'en fait, on doit mettre les bras donc parallèles à soi et en fait, on doit les amener comme ça.
et savoir si on arrive à l'approcher du nez. Comme ça. Ça peut sembler facile, mais il y en a qui n'y arrivent pas. C'est ça, comme ça. Pour ceux qui sont en vidéo, vous allez voir, on fait des mouvements où on n'a pas l'air débile du tout. Chacun on amène le doigt sur le bout du nez. Et sans bouger la tête. Parce que moi, j'ai tendance à vouloir bouger la tête, justement. Non, et en fait, là c'est facile parce qu'on se regarde dans la vidéo. Ouais. On regarde notre vidéo quand on le fait, mais en fait, il faudrait le faire sans regarder. Ah ouais. Voilà. En fermant les yeux. Alors, on va vous décrire, parce que ça semble un peu, pour ceux qui nous écoutent. En gros, on tend les bras, comme un peu Jésus au Corcovado, là. On est comme ça ou les bras comme ça? Les bras les bras, oui, comme ça, debout. Comme si on était sur une croix, comme Jésus, ouais. C'est exactement. Ah oui, comme Jésus. Ouais, c'est exactement. Et après, on prend son index, putain, quel doigt on veut. Mais non, je trouve que ça va, c'est facile. On rapproche de son nez. Non. Moi, j'ai envie de bouger la tête. Je me retiens de ouf pour bouger la tête. Pas bouger la tête. C'est pour aussi comprendre la perception que finalement. Ton rapport à l'espace aussi. Voilà. À son corps, à l'espace. Oui, en fait, c'est un mélange. C'est vraiment ce que tu disais, c'est très complet. Un exercice ne fait pas que dire j'apprends à faire un mouvement du bras, en fait. Non, c'est pas ça. C'est j'apprends à ramener quelque chose en imaginant où mon point est. C'est plein de. Ok. Non, écoute, peut-être que certains d'entre vous qui nous écoutez se diront en fait, je peux emmener mon enfant ou mon grand-père qui peut être un peu vieux, qui a perdu un peu des éléments moteurs, peut retrouver des actions simples grâce à ça, quoi. Et j'avais plus des questions, moi, ce qui était lié au handicap aussi. Oui. C'était qu'est-ce qui... Alors, j'ai plusieurs questions. Au pire, je te les dis tous et tu réponds. Réponds ce que tu veux. Non, en fait, j'en ai plein. C'était plus qu'est-ce qui t'a amené à accompagner des personnes handicapées et l'impact en fait que ça a au quotidien. C'est plus parce que moi, de mon regard extérieur, je connais peu de personnes handicapées et c'est pas quelque chose. M'attirer, c'est pas le mot, mais qui m'attrait. Tu es à l'aise. Voilà, en fait, je suis pas à l'aise et j'ai deux réactions. Soit j'ai une réaction où je rigole et du coup, j'ai un peu l'impression de me foutre d'eux. Mais en fait, c'est plus un moyen pour moi de ne pas montrer ta gêne. Ma gêne. Et donc, j'en rigole. Donc, il y a ce côté-là où je pense que ça peut aussi les choquer de se dire, en fait, on le connaît pas et il peut se foutre de nous ou pas du tout. Et ils ont l'habitude. Et il y a la manière aussi où, du coup, en fait, tu montes ta gêne et t'es pas très à l'aise. T'as un moment de recul et autres. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis pas à l'aise, quoi. Donc, je me dis, je suis hyper reconnaissant des gens qui, en fait, comme vous, se disent, en fait, c'est une personne normale, mais qui les accompagnait, quoi. Et je ne sais pas si tu as des petites clés qui pourraient nous permettre d'être plus à l'aise. Alors, pour revenir au début de ma question. Des petites clés, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai rencontré du coup des personnes des adultes en situation de handicap mental et psychique. J'étais adolescente à peu près au sein de ma famille. Et en fait, c'était des personnes que moi, je ne connaissais pas forcément, mais qui venaient au repas de famille avec mes cousins, cousines. Voilà. Donc, en fait, ils faisaient vraiment partie du milieu dans lequel j'étais à ce moment-là. Et puis, en fait, ils viennent parler, ils viennent manger, ils viennent rigoler, ils viennent discuter ou pas, mais ils sont présents avec nous. Et en fait, il faut faire comme avec d'autres personnes qu'on a à côté de nous, d'aller les rencontrer, d'aller discuter, de vouloir... En fait, je crois qu'il faut être juste naturel et être comme on est avec tout le monde. Voilà. Et puis, alors parfois, il y a des choses qui vont nous heurter, nous gêner un petit peu, mais voilà, c'est aussi savoir prendre la personne comme elle est de manière générale. Puis forcément, quand on rencontre quelqu'un, il y a parfois des choses qui nous disent « Oh, c'est bizarre, etc. » Mais finalement, je crois qu'on peut se le dire avec tout le monde. Donc, handicapé ou pas, est-ce que... voilà. C'est pas les mêmes problmes. Avec d'autres personnes, on peut se dire « Oula, elle est bizarre sur ce point-là, mais c'est pas un handicap, mais c'est autre chose. » En tout cas, avec les personnes que j'avais... je peux encore les côtoyer aujourd'hui. Mais en fait... il y a ce côté de quand on entre en relation avec une personne en situation de handicap,
au final, elles peuvent aussi nous apporter quelque chose. Et je crois qu'en fait, c'est ça, moi, que je retiens, c'est que ça va vraiment dans les deux sens, parce que c'est une relation, c'est quelque chose d'assez simple, finalement. Et alors, le fait de travailler avec, c'est encore différent, mais en tout cas, d'être avec ces personnes-là, au final, c'est une... Pour moi, le handicap, oui, on le voit ou on le voit pas, ou on s'en rend compte ou on s'en rend compte pas, mais au final, je crois que faut être soi-même un peu tout le temps et partout. Et voilà, après, je peux comprendre hein, que ça peut être parfois malaisant, parce que moi, c'est bête, hein, mais parfois des personnes qui ont un problème de langage ou un accent, parfois moi je les comprends pas, et c'est pas agréable en fait. Et quand on sait que sûrement on leur demande souvent de répéter, bah voilà, du coup c'est pas forcément évident. Mais au final, voilà, on peut toujours trouver une solution, s'adapter, et puis bah voir, parce que finalement s'adapter, c'est ce qu'on doit faire dans le monde au quotidien. Moi c'est mon métier, et bah voilà, du coup il faut que je trouve toujours quelque chose pour m'adapter, pour réussir à faire ce que je veux. Voilà. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah, on essaye autrement, quoi. C'est vachement beau hein, ce que tu dis de toujours s'adapter. Moi, j'avais juste envie de revenir un peu sur ce que tu disais, que le handicap, ça se voit et ça se voit pas aussi. Avec le chiffre, bah, du coup, je pense que tu le connais, hein, c'est que 80% des handicaps sont invisibles à l'œil. Et du coup, il y en a énormément où bah, moi, je travaille du coup avec des personnes en situation de handicap, mais invisibles. Et très clairement, justement, parce que moi aussi, Benoît, j'avais un peu ce problème-là au début. Je voulais pas du tout être dans le handicap et je me suis retrouvé là un peu comme ça. Et puis en fait, petit à petit, c'est vrai que à force de côtoyer et tout ça, bah, j'oublie et ça m'a vraiment simplifié la vie parce que, bah, pareil, c'est une réaction, voilà, on ne sait pas trop forcément comment se positionner et tout ça. Alors des fois, il y a des personnes qui sont très à l'aise avec leur handicap, donc ça aide beaucoup et des fois pas. Heu, mais du coup, c'est vrai que peut-être, par ce biais-là de handicap invisible et très clairement, moi, j'ai des personnes qui sont, qui sont considérées comme des personnes en situation de handicap, mais ça pourrait être très bien, des amis parce qu'ils parlent de la même chose, ils aiment la même chose, voilà quoi. Mm. Le... Oui, non, non, c'est sûr que on a une manière d'aborder le handicap, mais enfin, il y avait une question d'habitude, je dirais, en fait, au Mmh. final. Parce que quand on ne l'a jamais, moi, je l'ai jamais eu dans ma famille, donc ça fait Mmh. pas partie de notre éducation, un peu comme tout. Vu qu'on ne l'a pas dans notre éducation, on a toujours cette appréhension. Et en fait, il n'y a pas besoin de l'avoir, mais c'est vrai que sur le coup, il y a toujours cette peur, quoi. Ouais. Bah, Ouais. Vas-y Caro, ouais. ouais, pardon, Paul. Il y a le côté aussi où c'est l'inconnu. L'inconnu, on appréhende toujours. Peur, c'est un grand mot, mais on appréhende toujours un petit peu. Oui, c'est plus l'impression, une Voilà. Et appréhension. quand j'étais adolescente, je connaissais pas. Et du coup, forcément, il y a quelque chose qui fait où on observe un peu de loin et puis on s'approche petit à petit. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Mm. Bah, voilà, maintenant, j'ai une cousine, alors je sais pas l'âge qu'elle a, je sais pas exactement, un peu la honte, mais bon, elle a entre 6 et 10 ans, elle doit avoir 7 ans, quelque chose comme ça à peu près. Et voilà, elle est trisomique, et bah voilà, elle vit sa vie, moi je vis la mienne, et puis quand on se voit, bah, on joue ensemble, on Ouais. discute ensemble, voilà, avec les possibilités de chacun en fait. Donc, Oui, c'est ça. puis finalement, on pourrait dire aussi qu'on a chacun peut-être, nous, un handicap, un petit handicap en fait. Et voilà, il y en a qui ont des spécificités, des particularités qui font que voilà, c'est ça aussi qui fait que nous on est chacun unique et on l'est tous. Donc voilà, Il faut oser aller à la découverte des gens. absolument. Ouais. Ouais, ouais. Mais après, c'est normal d'avoir peur de l'inconnu et de se lancer. Voilà, hein. C'est comme si on met quelqu'un dans un pays tout à fait étranger et qui ne connaît pas la langue et que c'est pas du tout le même principe de langue. Bah, cette personne-là, elle va être totalement perdue. Et du coup, en fait, cette personne-là, elle serait en situation de handicap.
parce que elle n'a pas les codes, elle n'a pas tout ça. Donc, Et au quotidien à vivre, est-ce que, plus le côté psychomotricien, pas forcément que le handicap, est-ce que c'est quand même plus lourd? Moi, je suis comptable, par exemple, je vis pas des situations lourdes au quotidien que de voir des problèmes, tout au long de la journée. Est-ce que ça vous pensez que ça a un impact sur vous, ou est-ce que vous êtes suivi, par exemple, quand vous travaillez dans une structure? Est-ce que vous avez une psychologue qui vous suit? Ou est-ce que ça il y a un impact, un suivi, il y a quelque chose quand même à côté que ça peut impacter sur votre sentiment à vous, votre psychologie à vous? Du coup, je réponds en premier, j'imagine. vas-y, Caro. On parle plus de toi. Du coup, quand on travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire, donc moi je prends l'exemple où je travaillais jusque-là dans un IME, donc l'Institut médico-éducatif, où il y a des éducateurs, des psychologues, alors il y a les enseignants, après il n'y a pas d'autres, pas forcément d'autres dans celui où j'étais. En fait, il y a un soutien au sein de l'équipe, voilà, entre nous aussi, quand il y a une cohésion d'équipe, c'est assez chouette parce que du coup, on peut, ce côté d'entraide, de partager, de participer ensemble, c'est très important de pouvoir échanger. Nous, donc je travaille avec des autistes, enfants et adolescents, et en fait, je crois qu'on était beaucoup dans l'humour parce qu'on a des réunions, voilà, où on parle du coup des difficultés des enfants, de comment on peut améliorer les prises en charge, voilà, donc c'est vraiment un ensemble. Le soutien personnel, après, ça s'apprend avec le tas, je crois. Voilà, on peut aussi, nous, aller voir des psychologues, des psychomotriciens ou autres si on en a besoin, parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile, et ça peut être vraiment un apport, ou des amis, de la famille. On peut, enfin voilà, en tout cas, de mon côté, je me sens soutenue et écoutée, et c'est ça qui est important, je crois. Et puis après, on apprend aussi, en fait, que ce soit à l'école ou autre, mais on apprend aussi à avoir ce recul. Voilà, le côté de ce qu'on appelle le transfert contre transfert. En psychologie, il y a pas mal ça qui est utilisé finalement. Et voilà, il y a ce côté de, OK, on reçoit quelque chose qui n'est pas forcément évident, une situation complexe, mais nous, il faut qu'on puisse s'en détacher, parce que si on est trop pris finalement par nos émotions, parce que c'est ça dont il est question, c'est qu'en fait, après, on ne peut plus proposer quelque chose pour aider la personne, parce que nous aussi, on est envahi par voilà, les difficultés de l'autre. Et du coup, voilà, il faut savoir s'en détacher pour vraiment ouais, pour travailler, en fait. Parce que quand c'est au sein d'une famille, etc., bon, bah voilà, si ça peut, voilà, on peut avoir des émotions assez fortes et intenses. Voilà, on ne le contrôle pas forcément, mais quand c'est notre travail, il faut savoir faire la part des choses. Voilà, après, ça s'apprend pas. Puis, il y a des choses parfois qui nous semblent naturelles parce qu'on s'est tellement détaché qu'on fait même plus attention, alors que c'est quelque chose qu'on verrait dans la vie autre. Des gens nous diraient, mais attends, mais c'est pas du tout possible ça. Voilà, mais du coup, nous, on a appris à s'adapter, à s'habituer et à accepter des choses, alors qui peut-être ne pourraient pas être acceptables. Mais voilà, nous, en tout cas, on est dans quelque chose où au quotidien, on voit de tout. Comme dans chaque métier, on voit plein de choses, et nous, on voit aussi plein de tout. Et voilà, il faut savoir s'adapter et puis faire face et aller vraiment à l'encontre de. Donc, voilà, il faut voir. Ouais, ne pas faire transfert, ouais. C'est ça. Donc, c'est ce côté d'avoir du recul finalement pour simplifier un petit peu les choses, c'est savoir, voilà, accueillir les émotions de l'autre, parce que finalement, il y a ça aussi qui rentre en jeu, les émotions et les gestes de l'autre, mais aussi pouvoir s'en détacher pour apporter quelque chose à l'autre, à la personne qu'on a en prise en charge. Voilà. Okay. Que Paul, tu voulais rajouter un truc? Tu travailles pas aussi dans le monde du handicap. Oui, c'est vrai. Non, mais tu as très bien parlé. Du coup, effectivement, moi, je vais remettre le point sur l'humour.
nous, on sert beaucoup de l'humour entre collègues. Voilà, alors quand ça se passe bien sûr, et quand l'équipe fonctionne un peu de la même façon, l'humour, ça permet vraiment de libérer beaucoup de choses. Après, je pense que voilà, ce milieu-là, ce domaine-là, nous renvoie beaucoup de choses personnelles à nous-mêmes. Et du coup, donc, ça nous renvoie des émotions, hein, comme tu disais. Et en fait, vu que ces personnes-là, c'est souvent des personnes qui ont pas de filtre ou pas les mêmes filtres que nous. Et donc, mine de rien, moi, je sais très bien que si j'arrive et que je suis déjà fatigué, mais ma journée, elle va être horrible, quoi. Bah, je sens, mais un peu comme les professeurs, ça aussi, hein, dès que toi, tu as moins d'énergie, et ben forcément, les autres, ils vont le sentir et ça va te renvoyer fois 10. J'ai l'impression qu'ils te renvoient x10 ce que tu donnes, que ça soit en énergie positive ou en énergie négative, parce que tu peux être énervé, bah, eux, ils vont te renvoyer ça aussi. Ok. Donc, je pense que voilà, et après bah, pareil, hein, dans une structure, il y a des différents métiers, et ça, c'est super intéressant, je trouve. Vraiment d'avoir différents points de vue. Alors moi, je travaille avec des ergothérapeutes, avec des psychologues. Du coup, on a plein de points de vue un peu différents, et et les métiers sont tous différents, et on a tous appris des choses différentes. Et donc, de faire un beau melting pot de tout ça, c'est très chouette. Voilà. Après, je pense qu'il faut avoir un bon équilibre en dehors aussi. Le sport, ça aide. Voilà, des choses en dehors pour un peu, Des moyens de s'évader. voilà, des moyens de s'évader, mais tu en as très bien parlé, que ce soit des amis, là je pensais au sport, au cinéma quand c'est ouvert, des choses comme ça, quoi. Mais bon, au final, comme beaucoup de boulot, après, voilà, c'est une question d'équilibre. Ok. Non, bah, je sais pas si tu avais d'autres questions, Paul. Bah, non, on a fait pas mal Le tour, le hein. tour de toutes les questions qu'on voulait. Est-ce qu'il a des sujets qu'on n'aurait pas abordés, justement? Quelque chose que tu voudrais nous parler, Caro, que tu dis, ah bah ça, je ne vais pas encore parler. Sur les psychomotes. Alors, je pense que j'ai dit pas mal de choses. C'est vrai. Là, comme ça, je vois pas en tout cas. Non, après, je pense que pour en découvrir plus, il faut découvrir aussi d'autres psychomotes, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, voilà, on est tous des êtres humains uniques. Et forcément, bah, la profession, elle est spécifique aussi. On a une base commune, mais après, bah, on va avoir une observation similaire, mais une idée un petit peu différente d'une personne à une autre. Et du coup, bah, voilà, finalement, c'est aussi créer quelque chose. Bah, voilà, il faut qu'on travaille ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va créer? En fait, il faut imaginer, inventer, voilà, toujours réajuster. Parfois, on va travailler la même problématique pendant très longtemps, mais en fait, il faut varier parce qu'en fait, au bout d'un moment, nous, on se lasse, les autres, la personne en face aussi. Donc voilà, il faut vraiment faire preuve d'imagination et voilà, je pense que, en tout cas, ce qu'il faut, c'est s'amuser dans ce travail parce que voilà, dans tous, quand on est épanoui dans son travail, c'est mieux. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut, c'est pouvoir être nous, chacun bien. Et moi, c'est ce que je recherche en tout cas. Et puis, bah, c'est ça qui est important. Après, moi, je pourrais dire que je crois que c'est mon métier, c'est ma vocation aussi. Voilà, je pense que en lien avec la famille, en lien avec ce que j'aime aussi. Voilà, ce que ça me touche aussi finalement. Voilà, c'est vrai qu'il y en a qui sont comptables, qui manient les chiffres. Moi, manier les chiffres, comme vous avez pu voir tout à l'heure, c'était pas ma tasse de thé, quoi. Du coup, qu'est-ce que on pourrait dire, tu manies les hommes avec un grand H? Non, pas du tout. Non, peut-être Tu pas. accompagnes. Je trouve que accompagner, finalement, c'est un Accompagné? c'est Ouais, un bon comment? terme. C'est ça. Dans
dans ce que vous faites, parce que vous prenez la personne et vous l'accompagnez vers quelque chose de nouveau ou quelque chose qu'elle redécouvre. Et en fait, vous êtes pas là pour réparer, mais vraiment pour accompagner. Dire, bah voilà, aujourd'hui, tu peux pas faire ça, enfin, il y a un problème, c'est même pas des problèmes, des fois, en plus. C'est plus aider à trouver, en plus, c'est plus aider aussi à trouver la solution. C'est vraiment, si la personne, elle fait pas le travail, du coup, c'est un peu plus compliqué pour vous aussi. C'est vraiment un échange que vous avez avec la personne. Mais c'est marrant parce que du coup, ça me rapporte, enfin, c'est pas du tout, en tant que comptable, on fait pas du tout le même métier. Mais c'est pareil, il y a un échange et un accompagnement des personnes, des entreprises. On n'est pas là simplement pour faire les comptes. Et c'est pareil, tu n'es pas là simplement pour dire il y a ce problème-là, on le répare. Non, en fait, il faut que du coup la personne arrive à retrouver son autonomie. Il y a un problème global et ensuite avec plein de solutions. Et ce que tu disais finalement, en fait, pour la même personne, vous allez avoir le même diagnostic, toutes les psychomotriciens, mais ensuite chacun va adapter parce que tu as plus de sensibilité par exemple sur la musique. Donc peut-être que toi tu vas faire un exercice qui permet de redécouvrir son corps, quelque chose, et une autre personne va faire un exercice avec les mains et qui a la même finalité. En fait, c'est simplement que la sensibilité de chacun fait que vous allez travailler pas différemment, mais Complémentarité. en complémentarité. Et du coup, pareil avec les autres métiers. Comme tu disais, avec l'ergothérapeute, parce que ça va plus sur après pratiquer l'objet. Enfin, donc c'est vraiment, c'est un métier qui touche à tout, quoi. Je rajouterais, parce que ça, je ne l'ai pas dit, et je pense que c'est important, c'est qu'on n'est pas là non plus. Enfin, il y a des handicaps ou des maladies qui ne guérissent pas, mais on est là aussi pour accompagner au quotidien, finalement, dans le fait d'accepter aussi les difficultés que la personne peut avoir. Et voilà, pour vivre dans un mieux-être, pas dans un bien-être, pas dans je suis guérie, c'est fini, parce que en fait, le handicap, ça se guérit pas vraiment, et pas toujours, et pas du tout parfois. Mais voilà, c'est aussi de pouvoir vivre, apprendre aussi à vivre avec. Et ça, je pense que c'est important aussi de le mettre en lumière, parce que on peut pas, parfois, ça fonctionne pas, et comme je disais tout à l'heure, on n'est pas des magiciens, donc ni des médecins où on donne un médicament et on est guéri. Parfois ça fonctionne pas comme ça. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'il faut avoir en compte, c'est qu'il y a le côté rééducatif et thérapeutique, et voilà, ça il faut l'avoir en tête, c'est que parfois ça, c'est pas que ça fonctionne pas, et c'est ni la faute de la personne ni de notre faute, c'est que c'est un fait, et que voilà, parfois c'est comme ça. Non, écoute. En tout cas, moi j'ai appris des belles choses et un beau métier, en tout cas. Je pense qu'il est connu de certains et méconnu d'autres, mais un beau métier qui accompagne les gens. Tout à fait. La belle. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier, je crois. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Caroline, de ton témoignage, en fait, de ton métier, même de ta vie particulière. Et puis, oui, pour finir, on avait la petite idée de passer une minute. En fait, le titre du podcast, c'est « On n'a rien à vous dire, mais on va vous le dire quand même ». Donc, tu nous as dit déjà beaucoup de choses. Mais tout le monde, je vous propose de prendre une minute de parole, carte blanche, vraiment. Vous pouvez dire, peut-être réagir sur des choses qui ont été dites pendant le podcast ou pas du tout, justement, je ne sais pas, ce week-end, qu'est-ce que vous avez fait. À vous d'imaginer ce que vous voulez dire ou pas. Ce n'est pas obligatoire. Alors, est-ce que l'un de vous deux veut commencer ce petit comment on pourrait appeler ça? La minute, on n'a rien à vous dire. La minute de on n'a rien à vous dire. Voilà. La minute, C'est on n'a carte rien à vous blanche. dire. Carte blanche. Je veux bien faire le chronomètre si vous voulez. Je vous laisse. Écoute, je vais me lancer. Vas-y, C'est Benoît. bon. Alors, attends, je te laisse un peu réfléchir et je mets le chrono quand tu veux. Ok. Écoute, c'est parti. C'est Et il y a un parti. gong et tout à la fin, j'ai pas le droit je coupe immédiatement. Ouais, ou je peux pas. ouais, limite. Hein.
Ok, d'accord, ok, ok. Écoutez, non, moi je voulais simplement partager. Ça fait plusieurs temps qu'on pense à un podcast. On a fait une première version, on refait. Moi je trouve que ça s'est super bien passé. Ça correspondait un peu à l'envie qu'on avait, c'était de pouvoir dire des choses, contrairement au titre, mais c'est vraiment cette envie de dire des choses. Après, nous, on n'a pas forcément la matière à dire, mais on connaît plein de gens qui ont des choses à dire. Et donc, c'est les accompagner dans cette démarche-là. Donc, si vraiment vous avez envie de partager quelque chose, mais ça peut être une histoire, votre vécu, ça peut vraiment être votre métier, parce que vous dites mon métier il est complètement sous-coté et j'ai envie qu'on le découvre. Et si on peut participer à ça, écoutez, nous, au contraire, on est partant de découvrir ou même de. Enfin, voilà, on est là pour, pour vous recueillir et vous accompagner dans votre histoire. Et on me fait signe que c'est fini. Ouais, nickel. Franchement, tu as très bien respecté le timing. Et parfait. L'expression, c'est 10, 5, 4, 3, 2, 1. Deux, un. On pourrait le faire afficher. Un jour, on arrivera à le faire afficher. Ouais. Voilà. Ah ouais. Là, c'est le premier. On commence. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à nous dire s'il y a des choses qui vont pas. Voilà. C'est notre premier, tous les deux. On en a déjà fait 2. On savait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Là, on a commencé un peu à rectifier. C'est notre premier. On en a déjà fait 2. Non, voilà, c'est notre premier avec seulement Paul et moi. Et on en avait déjà fait avec Xavier et Charles. Et donc, voilà, on débute dans le monde du podcast, mais moi, je trouve ça hyper intéressant à faire. Du coup, en fait, tu as un peu continué à parler. On n'a rien à vous dire, mais clair. c'est plus qu'une minute, quoi. Tu as un petit peu dépassé. Eh ben écoute, Caro. Je dis rien. On va voir si tu tiens, On Caro. va voir si tu tiens une minute et si tu ne dépasses pas la minute. Ah bah moi, je peux facilement dépasser aussi, cela dit. Bon. Je tiens à signaler, c'était un peu une minute pub, hein, quand même. mais carte blanche, on a dit carte blanche, on peut parler de tout. Donc, Caro, est-ce que tu es prêt à essayer cet exercice de 1 minute carte blanche? Ouais, c'est parti. Je vais essayer, ouais. Dès que tu commences, c'est bon. Tu mets le chrono, c'est ça? Voilà, tu as tout compris. Alors moi, j'aimerais vous parler de jeux de société, parce que j'aime beaucoup les jeux de société, en dehors de mon métier. Hein. Et du coup, j'en ai découvert quelques-uns là récemment, et franchement, ils sont top, donc je vous les conseille. Il y a Galerapagos, que j'ai connu, d'ailleurs grâce à Paul. Merci Paul. Un jeu où on joue ensemble, et puis au bout d'un moment, on se la joue un peu perso aussi, donc... C'est assez sympathique et il y a une bonne ambiance. The Game, où c'est un jeu de cartes, sympathique. Et puis, il y a aussi Speed, un jeu de rapidité. C'est pas le Jungle Speed, attention, qui est un peu plus connu souvent, mais voilà, c'est un jeu de rapidité avec des cartes plus ou moins similaires, où tu as 3 maisons. Il y a quoi d'autre? Il y a plein de logos, et puis après, faut vite mettre les cartes et s'en débarrasser et tout ça. Donc voilà, c'est assez sympa. Et c'est un peu psychomote aussi. Voilà. Nickel. Et vous respectez vraiment les minutes pile poil, quoi. Donc là, franchement, chapeau. Attention, j'ai préparé le chrono, Paul. Ça va. Mais je ne ferai peut-être pas les signes. Attention. Je ne sais pas si j'ai envie de parler pendant 1 minute. Hein. Je vous dis. Écoute, en fait, c'est le max, donc tu peux aussi... Oui, je peux couper avant. De ce que j'ai compris, en tout cas. Oui, c'est max. C'est ça. C'est l'idée. Okay. Et tu nous dis quand tu es prêt. Écoute, je ne sais pas trop vraiment de quoi je vais parler, mais je suis prêt. Let's go. D'accord, c'est parti. Du coup, ce week-end, c'était le week-end de Pâques. Et il y a un truc qui m'a marqué cette année, c'est que je pense que c'est une des rares fois où je n'ai pas eu d'œufs au chocolat. Voilà. Donc, ça m'a fait un peu tout bizarre. Et en fait, je me suis dit, mais c'est peut-être parce que maintenant, je suis devenu grand et vieux. Mais même si je ne suis pas vieux et je sais que je suis jeune, encore un peu, j'imagine, mais ça m'a donné un petit coup de vieux, en tout cas. De ne pas avoir d'œufs au chocolat et de ne pas avoir fait la chasse comme souvent on fait. Et je trouve ça super chouette. Et du coup, je suis un peu déçu de cette année-là de Pâques. Voilà. Mais j'ai quand même mangé du chocolat.
Ça va, la minute est... Ouais, bah, on est à 45 secondes, donc c'est parfait. Voilà, bon, écoute, c'est ce que j'avais envie de vous échanger. Non, bah écoute, ouais, c'est ton ressenti. Pas de petite chasse aux œufs pour Paul ce week-end. Ouais, tristesse. En tout cas, tu m'as bien fait rire. J'avoue, moi j'ai eu la chasse aux œufs quand même. Ah, la chance. Mais c'est pas moi qui la faisais. Moi, je regardais. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de chasse aux œufs, alors c'est vrai que... Mais moi, je me suis acheté mon petit chocolat quand même. Hein. Après, j'ai mangé du chocolat quand même. Là. Mais, je me suis acheté mon petit œuf de Pâques, mais c'est vrai que je n'ai pas fait de chasse aux œufs. Tout seul dans mon jardin, bon. Je l'ai caché pour la trouver. Mais finalement, quand on est grand et qu'on est présent pour une chasse aux œufs, il y a quand même... Moi, je rigole bien, en vrai. Ouais, c'est quand même rigolo. Hein. C'est notre enfance qui revient. Écoutent, arrêtez, mais pour la petite histoire, et c'est assez familial aussi pour le coup, c'est que en tant qu'adulte, donc tes œufs sont cachés et il faut les enfants les trouvent, et ce qu'on fait, c'est qu'on en récupère quelques-uns dans les paniers des enfants, et en fait, on les lance sur ou à côté. Tu les recaches après. Voilà. Oh zut, il y en a encore un qui est tombé. Voilà. Mais ils sont horribles, ces adultes. Ils sont horribles. Et on se marre beaucoup. Ouais. Oui, ils rigolent des enfants, en fait. Oui. L'innocence des enfants vous fait rire. Ouais. Mais moi, c'est la première fois que je l'ai vu. C'est mon grand-père qui le faisait sur mes cousins-cousines. Pour la petite histoire. Ah, s'il a envoyé les œufs dessus, c'est autre chose, c'est de la violence. Non, mais pas. Alors, moi, je fais un peu ça, parce que voilà. Mais c'est le fait de le faire faire tomber devant la tête, quoi. Que juste juste devant. Il y en a un qui vient d'arriver du ciel, quoi. C'est incroyable, tout de même. Voilà. Maintenant, les enfants peuvent écouter, c'est fini. Les parents, j'espère que vous avez caché les oreilles de vos enfants. Heureusement que j'ai prévenu. Je ne l'aurais pas dit sinon. Merci, Caro. Tu as sauvé toute une enfance, là, de plein d'enfants. Les enfants, écoutez bien, le Père Noël existe. C'est nul de dire ça, super. Ouais. En plus, ils ne vont pas comprendre pourquoi on rigole, nous. C'est encore pire. Bref. Non, mais écoutez, on s'était fixé 1 heure. Bon, on a un petit peu dépassé, mais... Légèrement. Mais dites-nous, voilà, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est dites-nous si vous trouvez ça trop long ou trop court. Si vous auriez aimé en savoir plus sur Caro, sur son métier, n'hésitez pas, soit on la fera revenir, soit on lui posera les questions et puis on vous donnera les réponses. Enfin, il n'y a pas de souci. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur l'adresse mail association.labelequipe@gmail.com si vous voulez nous partager vos histoires ou autres. C'est l'adresse mail. Et puis, on mettra tout en description, bien sûr, en dessous. Voilà. Puis, bien sûr, si vous avez plein de commentaires, on est d'avis constructifs, on est preneurs. Voilà. Il faut un mot de la fin. Ouais. Il faut comme les youtubeurs qui ont une intro et une autre trop. Une fin. Il paraît qu'il faut faire ça. Il faut faire une fin. Alors, comment on fait la fin? Salut les loustiques.